Un juge rit de l'accent d'un fermier noir au tribunal. Les 30 secondes qui suivent le font regretter. La salle d'audience vibrait du murmure habituel et du bruissement des papiers, tandis que l'huissier appelait l'affaire suivante. Les voix se turent encore davantage lorsque les portes à double battant s'ouvrirent en grinçant, et qu'entra un homme dont la présence sembla faire taire l'air lui-même. Ézéchiel Boone, 52 ans, entra dans la pièce comme une tempête dans un ciel calme. Sa présence n'était pas bruyante, mais elle était indéniable. Il portait le poids de son histoire sur ses larges épaules, depuis longtemps habitué à la tension. Sa peau brunie par le soleil, rugueuse après des années passées sous le soleil du sud, perçait sous les manches d'une chemise en jean délavé, repassée méticuleusement la veille. Son jean de travail, bien que manifestement le meilleur qu'il possédait, portait des traces de déchirures raccommodées, témoignage discret de sa persévérance sur l'orgueil. Les callosités de ses mains étaient la signature d'un fermier, épaisse, empreinte du labeur et d'un travail honnête. Pourtant, il tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'un mélange de colère justifiée et de la douleur d'une trahison trop fraîche pour être ignorée. Alors qu'il s'approchait de la table de l'accusé, les murmures reprirent par vagues prudentes. Les spectateurs se penchèrent plus près, chuchotant entre eux. Certains le reconnurent. Ézéchiel Boone n'était pas seulement un homme. C'était une figure emblématique du comté de Boone, nommé, ironiquement, en hommage à son arrière-grand-père, celui-là même qui s'était battu bec et ongle pour acheter des terres dont personne ne croyait qu'un noir puisse être propriétaire en 1933. Métayer devenu propriétaire terrien, Jeremiah Boone avait traversé la Grande Dépression avec difficulté, non seulement survivant, mais acquérant plus de 200 acres de terre fertile, nichés au bord d'un ruisseau sinueux, connu sous le nom de Boone Creek. Et maintenant, 3 générations plus tard, son petit-fils était accusé d'avoir pénétré illégalement sur ces mêmes terres. Ce n'était pas la première fois qu'Ézéchiel entrait dans une salle d'audience, mais jamais auparavant les pas n'avaient été aussi lourds, ni l'issue aussi cruciale. Dans les semaines précédant cet instant, quelque chose en lui s'était déplacé. Une fracture, subtile au début, s'était maintenant ouverte comme un lit de rivière asséché qui attend désespérément la pluie. Il ne s'agissait pas seulement d'une procédure judiciaire, c'était une atteinte à la mémoire, à l'héritage. Et les hommes assis à la table de l'accusation, des avocats aux cheveux lisses en costume sur mesure, feuilletant des documents et ajustant des boutons de manchette, n'avaient aucune idée du genre d'esprit qu'ils tentaient d'enterrer sous la bureaucratie et le jargon juridique. 2 semaines auparavant, les premières fissures étaient apparues. Ils réparaient une clôture après une tempête lorsque les camions sont arrivés. Pas 1 ou 2, mais un convoi de terrassement, de bulldozers et de SUV noirs aux vitres teintées. Ils n'avaient pas frappé. Ils n'avaient pas expliqué. Ils avaient simplement agi. Son sol, autrefois riche en promesses et regorgeant de rangées de maïs doux et de feuilles de moutarde, avait été transformé en boue sous les pas mécaniques de leur progression. Le bétail d'Ézéchiel s'était précipité dans les bois, surpris par la cacophonie. Une pancarte peinte à la main, qu'il avait lui-même clouée des années auparavant, indiquant « Boone Family Farm », établi en 1933, gisait dans la terre, fendu en 2. Il avait tenté de raisonner les hommes en costume, la voix plus haute que le vacarme, leur demandant des permis, des papiers d'identité, tout ce qui pouvait justifier ce qui se passait. En réponse, l'un des adjoints qui les accompagnait lui avait tendu une brochure brillante en couleur intitulée « Boone Creek Luxury Residences » à partir de 1 500 000 $. L'audace de la chose lui avait coupé le souffle. Le nom de sa famille, son propre nom, avait été transformé en marque de fabrique sans son consentement, à son insu. Il avait exigé un mandat. Au lieu de cela, il avait été menotté et jeté à l'arrière d'une voiture de patrouille pendant qu'un photographe immobilier prenait des clichés aériens des décombres avec un drone. Debout dans la salle d'audience, l'écho lointain de cette humiliation résonnait à ses oreilles.
Il prit place à côté de son avocat commis d'office, un jeune homme nommé Peter Givens, qui paraissait à peine assez vieux pour se raser, et encore moins pour défendre quelqu'un dans un litige immobilier baigné de sang et de sueur depuis des générations. Givens s'était montré poli, voire sérieux, mais inexpérimenté. Et Ézéchiel voyait la nervosité se cacher derrière sa posture raide et son usage excessif du jargon juridique. De l'autre côté de l'allée, la partie plaignante arborait une suffisance irrésistible. Représentant la Harrow Development Corporation, leur avocat principal affichait un sourire narquois, comme si l'affaire était déjà gagnée. Et, pour être honnête, c'était peut-être le cas. Ézéchiel avait vu comment la ville avait changé au cours de la dernière décennie. Des cafés et des bars à vin ont remplacé les magasins d'alimentation animale. Des appartements de luxe ont remplacé les églises d'une seule pièce. Les murmures étaient toujours les mêmes. Revitalisation, progrès, croissance. Des mots qui sonnèrent bien jusqu'à ce qu'ils vous éventrent de l'intérieur. Et maintenant, ceux-là même qui chassaient Ézéchiel de ses terres avaient le culot de se présenter devant un juge et de le traiter d'intrus. Le juge Ronald Caffrey était assis, perché comme une buse sur son banc, feuilletant un dossier avec une impatience exagérée. L'homme était connu pour son mépris envers les ruraux, comme il avait un jour qualifié les gens comme Ézéchiel dans un courriel fuité à la chambre de commerce locale. C'était un homme qui avait accéléré les démarches des promoteurs pour obtenir des permis de construire, tout en traînant les pieds lorsque les petits agriculteurs déposaient des plaintes. Son casier judiciaire était jonché de décisions douteuses, et ce n'était un secret pour personne qu'il nourrissait des ambitions politiques. Un siège de sénateur, voire de gouverneur, n'était pas hors de portée, pas avec les soutiens et les donateurs adéquats. Et la Harrow Development Corporation possédait les deux à profusion. Ézéchiel resta assis, immobile, le regard droit devant lui, la mâchoire serrée. Sous la table, ses poings étaient si serrés que ses articulations lui faisaient mal. Il pensa à son fils, Marcus, qui avait déménagé dans le nord des années auparavant pour échapper à la lente disparition de la propriété noire dans le sud. Il pensa à sa défunte épouse, June, qui fredonnait en étendant le linge dans la lumière dorée de l'après-midi. Elle était décédée 3 ans auparavant d'un cancer, et la terre était la seule chose qui avait permis à Ézéchiel de tenir debout depuis. Le sol lui rappelait elle, les dimanches avec du thé sucré sur la véranda et des histoires transmises comme des écritures sacrées. Mais plus que tout, il pensait à son grand-père, un homme qui avait enduré bien pire et qui avait pourtant réussi à construire quelque chose à partir de rien. Jeremiah Boone s'était battu non seulement pour des hectares, mais aussi pour la dignité. Cette terre n'était pas une propriété, c'était une preuve. La preuve que les familles noires pouvaient planter, cultiver et prospérer sur un terrain qui leur appartenait. Ézéchiel était ici aujourd'hui, non seulement pour lui-même, mais pour tous les hommes à qui on avait dit de s'écarter, pour les voix enfouies sous le béton frais et les promesses creuses. Et lorsque le juge a rappelé la salle à l'ordre, Ézéchiel s'est redressé. Quelle que soit l'issue, il ne s'inclinerait pas. Pas maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient enduré. La procédure a débuté avec le langage procédural habituel, les requêtes déposées et rejetées avec une indifférence mécanique. L'avocat adverse a soutenu que les impôts n'avaient pas été payés depuis 2 ans. Givens a balbutié une réfutation, citant des erreurs administratives et des paiements qui avaient été acceptés mais jamais enregistrés correctement. Le juge Caffrey soupira dramatiquement, jetant un coup d'œil à l'horloge comme s'il s'ennuyait déjà. Pourtant, le regard d'Ézéchiel restait fixé, non sur le juge ou les avocats, mais sur le mur du fond de la salle d'audience, où un vieux seau d'état pendait de travers. Le juge, les yeux bandés. L'ironie était crue. Il se souvenait de l'éclat des lumières bleues se reflétant sur sa grange, de la façon dont les colliers de serrage lui avaient entaillé les poignets. Il se souvenait de l'expression sur le visage d'un adjoint, un mélange de honte et de devoir. Et surtout, il se souvenait d'être resté pieds nus dans la boue,
pendant que des inconnus mesuraient son héritage en mètres carrés et en projection de retour sur investissement. Il ne s'agissait pas seulement d'impôts, il s'agissait d'effacement. De la façon dont les puissants réécrivent l'histoire, une saisie de terres à la fois. Et maintenant, ils essayèrent de transformer son silence en obéissance. Mais Ézéchiel Boone n'était pas fait de silence. Il était fait de terre, de mémoire et d'une détermination qui ne s'effondre pas sous la pression. La salle d'audience bourdonna de nouveau, de doux murmures s'élevant et retombant comme des vagues. Pourtant, au cœur de tout cela, Ézéchiel demeurait impassible, aussi stable qu'une pierre dans la tempête. Son heure de parler viendrait. Et alors, le poids de chaque racine enfouie s'élèverait avec lui. 2 semaines plus tôt, juste après son arrestation, Ézéchiel s'était retrouvé dans la cellule de détention austère, éclairé au néon, dont la lumière crue projetait de longues ombres sur les murs de béton. L'air était chargé d'une odeur de sueur froide, et le bourdonnement des plafonniers semblait vibrer dans sa poitrine. Alors qu'il était assis sur le banc de métal froid, essayant de calmer sa respiration et de rassembler ses pensées, de faibles murmures commencèrent à s'échapper par les bouches d'aération. Au début, il crut qu'il s'agissait de bavardages oisifs entre les autres détenus, mais il entendit ensuite certains noms qui le figèrent. Sénateur McCallen, fonds d'investissement du gouverneur. Le cœur d'Ézéchiel s'emballa lorsqu'il comprit que la conversation ne portait pas sur un simple litige foncier. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste. Il se pencha plus près, s'efforçant de saisir chaque mot. À travers les murs fins et les barreaux métalliques, il entendit l'un des agents marmonner à un autre, sa voix teintée d'une certaine inquiétude. « McCallen est mêlé à cette affaire d'accaparement des terres, vous savez, et le gouverneur est tout aussi rusé. Highgate Developers a eu la bénédiction de revitaliser la Géorgie rurale. Tout cela sous couvert de progrès. Ils utilisent l'expropriation et les privilèges fiscaux pour s'emparer des terres, notamment celles appartenant à des minorités, tout cela pour un joli salaire. C'est propre, pas de sang sur les mains, et personne n'en sait rien. » Ézéchiel eut un pincement au cœur. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de tonnerre. Il ne s'agissait pas seulement de sa ferme. Cela faisait partie d'une conspiration plus vaste et plus sombre, qui s'était lentement infiltrée dans le pays, engloutissant silencieusement les espoirs de gens comme lui. La terre qu'il avait héritée de son grand-père n'était pas qu'un lopin de terre. C'était un symbole, un héritage, un combat qui avait duré des générations. Mais maintenant, il semblait que même cela ne suffisait pas à la protéger. Les voix provenant du conduit d'aération s'affaiblirent à mesure que l'agent s'éloignait, mais le mal était fait. Ézéchiel resta assis dans cette cellule pendant des heures, l'esprit bourdonnant, cherchant les liens entre McCallen, Highgate et l'opération discrète visant à dépouiller des familles comme la sienne de leurs terres légitimes. Il ne s'agissait pas seulement d'hommes d'affaires et de politiciens. C'étaient des prédateurs, agissant au vu et au su de tous, sous couvert de progrès. De retour dans la salle d'audience, la voix du juge Caffrey résonna dans le silence tendu, tandis qu'il se calait dans son fauteuil, parcourant le dossier d'Ézéchiel, établi par le tribunal, avec le même détachement indifférent dont il faisait preuve depuis 10 ans. Son regard se leva brièvement, un sourire narquois aux lèvres, tandis qu'il s'adressait directement à Ézéchiel, ses paroles empreintes de condescendance. « Monsieur Boone, dit le juge d'une voix traînante, le ton teinté de moquerie, votre avocat ne vient pas aujourd'hui? Ou alors, vous comptez vous défendre avec des patates douces et du chou vert ?» Un petit rire étouffé parcourut la salle d'audience. Plusieurs spectateurs s'agitèrent sur leurs sièges, visiblement amusés par la tentative d'humour du juge. Mais Ézéchiel resta impassible, le regard rivé sur le juge avec une intensité silencieuse qui immobilisa la salle. Son visage était figé, stoïque et résolu, les mains posées à plat sur la table, mais sous la surface, la colère bouillonnait. Il s'était battu toute sa vie pour l'héritage de sa famille. Mais aujourd'hui, devant une salle remplie d'inconnus qui se moquaient éperdument de son combat, il se battait pour quelque chose de bien plus grand, la vérité. « Non, monsieur,
résonna la voix d'Ézéchiel, calme mais inébranlable, avec son accent prononcé du sud. Je n'ai pas d'avocat, car le dernier que vous m'avez donné a été promu 2 jours après m'avoir dit de plaider coupable. Le silence se fit à ces paroles, la suffisance du plaignant s'estompant, la surprise palpable. Le juge Caffré cligna des yeux, son sourire vacillant, tandis qu'il assimilait les paroles d'Ézéchiel. Les jointures du juge blanchirent, tandis qu'il serrait le tranchant de son marteau. Ézéchiel se pencha en avant, la voix s'élevant, non pas par colère, mais par vérité. « Et sachez-le, poursuivit-il, chaque mot lent et posé, je ne parle peut-être pas comme vous, et je ne m'habille peut-être pas comme vos amis, mais je suis venu ici avec plus de vérité que vous n'en avez jamais eu dans ce marteau. » Une brusque inspiration s'éleva dans la galerie et, l'espace d'un instant, Ézéchiel crut avoir commis une erreur. Mais à mesure que les secondes s'écoulaient, il comprit la réalité de ses propres paroles. Il remarqua le léger changement de posture du juge, figé, momentanément incertain de la réponse à donner. La salle d'audience, d'habitude si remplie de bavardages futiles et de jugements subtils, semblait retenir son souffle. Pour la première fois, Ézéchiel eut l'impression que la salle l'écoutait. Puis, au moment même où le juge se penchait pour riposter d'une sévère réprimande, les portes de la salle s'ouvrirent en grinçant. Tous les regards se tournèrent vers la silhouette d'un homme grand, rasé de près, vêtu d'un uniforme de la marine impeccablement repassé. Il respirait l'autorité, les épaules larges, le pas assuré, tandis qu'il traversait l'allée. Les bottes cirées du commandant claquaient sur le parquet, un bruit clair et résolu. L'arrivée du commandant Darius Holloway fut comme un coup de tonnerre, importun mais inévitable. L'expression du juge s'assombrit instantanément, ses yeux se plissant tandis qu'il tentait de s'habituer à cette soudaine intrusion. Un changement troublant se produisit dans la salle. Des murmures parcoururent la galerie, les gens se penchant en avant, cherchant à situer le nouveau venu. Holloway se tenait droit, son uniforme impeccable, mais c'est sa présence qui attirait l'attention. « Permission de parler, votre honneur. » La voix de Holloway était ferme et calme, avec la force sous-jacente de quelqu'un habitué à être écouté. « Je suis ici pour représenter M. Boone bénévolement. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. « J'ai également apporté des preuves suggérant que ce tribunal, et peut-être vous, êtes impliqué dans un complot visant à commettre une fraude foncière. » Un halètement collectif résonna dans la salle. La tension monta en flèche, une électricité palpable emplissant l'air. Les lèvres du juge Caffré s'entr'ouvrirent comme pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Sa main planait au-dessus du marteau, le poids des paroles de Holloway s'imprégnant. Un silence pesant s'abattit sur la salle, seul le bourdonnement des plafonniers emplissant le vide. Holloway resta impassible, l'expression indéchiffrable, mais l'intensité de son regard ne faiblit pas. Il savait ce qu'il faisait. Il s'exprimait, devant le juge et le monde entier. Ce n'était plus seulement le combat d'Ézéchiel. C'était quelque chose de bien plus vaste. La vérité n'était plus un murmure, c'était une force. Le juge s'agita, mal à l'aise, le visage blême, tandis qu'il jetait un rapide coup d'œil au flash des caméras de la galerie. L'espace d'un instant, la façade de contrôle qu'il avait si longtemps maintenue s'effrita, et Ézéchiel sentit une lueur de victoire s'allumer en lui. Mais il savait que ce n'était pas fini. Les hommes derrière ce complot, du puissant sénateur au bureau du gouverneur, ne se laisseraient pas abattre par l'avertissement d'un officier. Ils riposteraient, plus acharnés que jamais. Mais pour l'instant, à cet instant, Ézéchiel Boone avait gagné. Du moins pour aujourd'hui. Le silence se brisa comme du verre lorsque le commandant Darius Holloway s'avança à grands pas vers l'avant de la salle d'audience, chacun de ses mouvements étant posé et autoritaire. Ses bottes cirées résonnèrent dans le silence, et en arrivant, il déposa un épais dossier de documents sur le bureau du greffier. Les papiers crépitèrent dans le silence, contrastant fortement avec les murmures discrets qui emplissèrent la pièce quelques instants plus tôt. Le regard perçant de Holloway ne vacilla pas lorsqu'il se tourna vers le juge Caffré,
ses yeux embrasés d'un feu qui semblait brûler l'air entre eux. « Il y a 2 semaines, » résonna la voix de Holloway, claire et inébranlable, comme si chaque syllabe était gravée d'une intention. L'acte de M. Boone a été modifié au bureau du directeur des impôts. Ces modifications ont été horodatées un dimanche, jour de fermeture des bâtiments gouvernementaux. J'ai retracé la connexion jusqu'à un appareil enregistré au nom du chef de cabinet du sénateur McCallen. De plus, juge Caffrey, 3 de vos donateurs de campagne sont également répertoriés comme actionnaires de Highgate Development. La salle, jusque-là bourdonnante de bavardages inutiles et d'une tension à peine contenue, sombra dans un silence stupéfait. Les mots flottaient dans l'air comme un nuage menaçant, lourd de leurs implications. Tous les présents se tournèrent, les yeux écarquillés, tandis qu'ils assimilaient la révélation. Même le juge, qui avait passé des années à diriger son tribunal d'une main de fer, resta momentanément muet. Son visage rougit, une rougeur profonde lui monta aux joues, comme si l'air lui-même s'était épaissi et l'étouffait. Les lèvres du juge Caffrey tremblèrent tandis qu'il balbutiait, incrédule. « C'est scandaleux! Vous ne pouvez pas faire irruption dans mon tribunal avec des faits ?» interrompit Holloway, sa voix tranchant comme de l'acier, tranchant les fanfaronnades du juge. « Je viens de le faire. » La salle sembla respirer collectivement, la tension crépitant dans l'air comme de l'électricité statique. C'était comme si le temps s'était arrêté, le monde extérieur oublié. Tout le monde attendait la prochaine décision du juge. Allait-il nier la vérité ou tenter de riposter, usant de son pouvoir pour traverser la tempête qui venait de s'abattre sur lui? L'espace d'un instant, le sourire narquois du juge Caffrey revint à sa place, mais cette fois, il était faible et creux, comme s'il s'accrochait à une illusion de contrôle. Il se redressa vivement sur son siège, essayant de reprendre sa posture, comme s'il tentait de s'affirmer face au chaos qui avait éclaté. « D'accord, commandant, » dit-il, sa voix retrouvant un semblant d'assurance, « mais je dirige toujours ce tribunal, et nous procéderons comme je le dis. » Ses yeux se posèrent brièvement sur Ézéchiel, qui se tenait silencieux au milieu de tout cela. Un rire cruel et moqueur s'échappa des lèvres du juge, comme si Ézéchiel n'était rien de plus qu'un léger inconvénient, qu'il fallait chasser d'un revers de main. « Et vous, monsieur Boone, la prochaine fois, venez peut-être avec un costume et un accent convenable. Parler comme si vous étiez tombé d'un camion de navets ne vous attirera pas la sympathie ici. » Les rires qui suivirent résonnèrent dans la salle d'audience un son gêné et embarrassant. Ézéchiel sentit le poids des paroles du juge, mais son expression resta inchangée. Il n'était pas là pour la compassion, mais pour la justice. Sa détermination s'affermit, et, à cet instant, il sut qu'il devait se battre pour bien plus que le sort de ses terres. Il se battait pour tous ceux qui avaient été écartés, rabaissés ou réduits au silence par les pouvoirs en place. Mais avant que le juge ne puisse poursuivre sa tirade, un événement inattendu se produisit. En un éclair, Ézéchiel fouilla dans sa poche, d'un geste fluide et rapide. Sa main en sortit un petit enregistreur, les boutons usés par l'usage, mais son utilité évidente. Il le brandit, les doigts fermes malgré la tempête qui régnait dans la salle. « Je me suis dit que vous pourriez essayer, » dit-il d'une voix calme mais résolue. « J'ai donc enregistré notre conversation dans votre cabinet la semaine dernière. » La salle d'audience, qui bourdonnait d'une énergie nerveuse, tomba dans un silence stupéfait. Même le juge Caffrey se figea, les yeux écarquillés, comprenant les implications des paroles d'Ézéchiel. L'atmosphère dans la salle sembla se resserrer, le poids du moment pesant sur toutes les personnes présentes. Sans attendre la réponse du juge, Ézéchiel appuya sur le bouton de l'enregistreur. Le léger clic mécanique de l'appareil fut le seul bruit dans la salle avant que le son ne commence. La voix du juge Caffrey grésilla dans les haut-parleurs, claire comme le jour, ces mots sans équivoque. « Débarrassez-vous de ce rustre noir avant la collecte de fonds pour le golfe de McCallen, » railla le juge. « Ce n'est pas le genre d'homme dont nous avons besoin ici, et il n'est certainement pas bon pour l'image du comté. S'il continue de faire des ennuis d'ici là, assurez-vous qu'il disparaisse. »
Les rires qui avaient autrefois rempli la salle d'audience s'évaporèrent en un instant. Il n'y avait plus de gaieté dans l'air, seulement un silence écrasant et étouffant. Quelques personnes haltèrent sous le choc, d'autres restèrent figées, les yeux écarquillés d'incrédulité. Le visage du juge pâlit, sa bouche s'ouvrant et se fermant, comme si les mots ne suffisaient plus à masquer la gravité de la situation. Son regard passa nerveusement du dictaphone à Ézéchiel, puis au commandant Holloway, qui se tenait debout comme un roc, imperturbable et silencieux. Ézéchiel ressentit une vague de satisfaction, faible, fugace, mais suffisante pour le soutenir dans cette bataille. Il ne s'agissait plus seulement de la terre, il s'agissait de révéler la corruption sous-jacente, les mensonges et la corruption qui avaient infecté le système pendant si longtemps. Il l'avait fait. La vérité était désormais au grand jour, et il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Avant que le juge puisse rassembler ses pensées ou tenter de préparer sa défense, 2 marshals fédéraux, qui étaient entrés discrètement dans la salle pendant le discours de Holloway, s'avancèrent. Leur présence était rapide, efficace et autoritaire. L'un d'eux s'approcha du juge, la main tendue pour menotter celui qui s'était cru intouchable. « Nous prenons le relais, votre honneur, » dit le marshal d'une voix froide et inflexible, tandis qu'il frappait doucement mais fermement les menottes aux poignets du juge Caffrey. Le cliquetis métallique fut définitif, le dernier clou dans le cercueil du pouvoir de Caffrey. Le juge ouvrit la bouche, peut-être pour protester ou clamer son innocence, mais aucun mot ne sortit. Son regard en disait long. Il savait que la partie était terminée. Son temps était écoulé. Les commissaires s'avancèrent rapidement, guidant le juge hors du banc, et la salle d'audience sombra dans le chaos. Les gens restèrent debout, chuchotant et gesticulant, tandis que le poids de la situation commençait à peser sur eux. Certains restèrent muets de stupeur, d'autres murmurèrent avec incrédulité, mais tous savaient que la situation avait changé. Ce n'était plus seulement le combat d'Ézéchiel Boone, c'était une bataille pour l'âme d'un système brisé, et le vent du changement commençait à souffler. Alors que le juge était escorté hors de la salle, Holloway se tourna vers Ézéchiel, un léger hochement de tête leur étant adressé. L'air de la salle d'audience semblait différent maintenant. Plus léger, chargé du potentiel de quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient anticipé. Le combat était loin d'être terminé, mais à cet instant, Ézéchiel avait été témoin d'une victoire. Une petite victoire, peut-être, mais qui avait renversé un géant, et avec elle, l'illusion d'invincibilité qui avait empêché les puissants d'être tenus responsables. Le chemin à parcourir serait long, rempli de nouvelles batailles, de nouvelles révélations, mais pour la première fois depuis longtemps, Ézéchiel sentit une lueur d'espoir. La vérité était éclatante, le combat était engagé. La salle d'audience, encore vibrante des échos du coup de théâtre, fut rapidement évacuée pour un audit fédéral. L'air était chargé, lourd du poids de la vérité révélée. En quelques heures, les rues étaient bordées des carrosseries métalliques et élancées des camions des médias. Leurs antennes paraboliques tournoyaient vers le ciel, capturant le chaos qui se déroulait sous leurs pieds. Le monde avait appris ce qu'Ézéchiel Boone avait toujours su, mais maintenant, la révélation se propageait au-delà des limites de sa petite ferme. Des interviews ont commencé à faire surface. Des agriculteurs noirs, longtemps réduits au silence par le système, ont enfin pu s'exprimer. Ils ont évoqué des pratiques de vol de biens vieilles de plusieurs décennies, des accords secrets conclus autour de dîners arrosés de bourbon et des dissimulations silencieuses profondément ancrées dans un système judiciaire corrompu. Pour la première fois depuis des années, les médias avaient porté leur attention sur l'injustice jusque-là dissimulée. Sénateurs, juges et hommes d'affaires qui se sentaient autrefois intouchables étaient désormais exposés. Le sénateur McAllen a été contraint de démissionner sous le poids d'une enquête fédérale. La nouvelle a éclaté comme un coup de tonnerre. Son onde de choc s'est répercutée dans les plus hautes chambres du gouvernement. Le pouvoir qu'il avait si longtemps exercé s'est effondré comme un château de cartes. Highgate Development a suivi. La moitié du conseil d'administration, désormais sous enquête,
s'est retrouvé assigné à comparaître, incapable d'agir dans l'ombre, ses opérations étant soumises à une surveillance étroite. Les fondements mêmes de la corruption étaient ébranlés, et ceux qui avaient longtemps profité de la misère des autres étaient enfin tenus responsables. Le juge Caffré, l'homme qui s'était moqué avec tant d'allégresse d'Ézéchiel et d'autres comme lui, se retrouva accusé de complot, de parjure et de faute judiciaire. Sa position autrefois intouchable était désormais ruinée, son arrogance et son mépris pour le peuple qu'il était censé servir ayant causé sa perte. La salle d'audience, autrefois lieu de son règne suprême, servait désormais de toile de fond à sa disgrâce. L'homme qui avait autrefois ridiculisé l'accent d'un agriculteur était désormais celui qui faisait la une des journaux pour sa propre corruption. La terre d'Ézéchiel, ce morceau de terre pour lequel il s'était battu à chaque tournant de cette longue bataille, lui fut officiellement restituée sur ordre d'un tribunal fédéral. Le jugement était définitif, une victoire non seulement pour lui, mais pour toute la communauté d'agriculteurs marginalisés, poussés au bord du gouffre depuis bien trop longtemps. Mais cette victoire ne concernait pas seulement la terre, elle concernait quelque chose de plus grand. Une enquête nationale fut lancée, spécifiquement axée sur la protection des propriétaires fonciers minoritaires contre les abus d'expropriation. Le commandant Holloway, qui avait soutenu Ézéchiel à chaque étape, dirigeait désormais un groupe de travail dédié à cette cause. Il ne s'agissait plus seulement du combat d'Ézéchiel. C'était un mouvement qui avait commencé à transformer la structure même du pouvoir. Pour la première fois depuis des années, Ézéchiel parcourait ses champs, envahi par un sentiment de paix. C'était le genre de paix que l'on ne ressent que lorsqu'on sait qu'on a combattu pour ce qui est juste. Ces mêmes champs qui semblaient autrefois se moquer de lui, menacés par les forces mêmes qu'il avait appris à mépriser, témoignaient désormais de sa résilience. Les récoltes bruissaient au vent, leurs mouvements doux et réguliers, comme si elles aussi avaient enfin trouvé un répit. Elles avaient enduré les vents violents et le soleil implacable, tout comme lui. Elles étaient têtues, résilientes et inflexibles, à l'image de l'homme qui s'était battu pour elles. Le soleil disparaissait à l'horizon, projetant une chaude lueur dorée sur la terre. Ézéchiel se tenait là, sous le ciel crépusculaire, savourant la paix qui s'était installée sur sa ferme. L'air était frais maintenant, mais le poids des victoires du jour persistait, comme le calme après une tempête. Le vent soufflait dans les hautes herbes, emportant avec lui le parfum de la terre et des promesses. Il avait l'impression que le monde expirait enfin après une longue haleine, la tension d'années d'injustice commençant à s'estomper. Il pensa à son grand-père, l'homme qui lui avait appris la valeur de la terre, de la famille et de la résistance face à l'adversité. Ézéchiel pouvait presque entendre sa voix, rauque avec l'âge mais claire dans sa sagesse. Il lui avait répété à maintes reprises que, quoi qu'il arrive, il ne devait jamais quitter cette terre. « Ce n'est pas que de la terre, mon garçon, » avait dit son grand-père. « Ce sont nos racines, c'est ce que nous sommes. » Et maintenant, debout dans le crépuscule silencieux, Ézéchiel savait qu'il avait tenu parole. Il s'était battu pour ce qui lui revenait de droit, pour ce pourquoi sa famille avait travaillé et versé son sang. Il avait traversé le feu et en était ressorti, blessé mais pas brisé. La terre avait toujours été son héritage, son legs, et maintenant, elle était à nouveau son avenir. Alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient à l'horizon, Ézéchiel ressentit un lien profond avec la terre sous ses pieds. Les récoltes n'étaient plus seulement un moyen de survie. Elles étaient le symbole de sa persévérance. Comme lui, elles avaient résisté à la tempête. Le monde, semblait-il, avait enfin commencé à s'en rendre compte. Mais plus important encore, Ézéchiel s'était prouvé, à lui-même et au monde, que, quelle que soit la puissance des forces de la corruption, elle ne pourrait effacer sa place dans ce monde. Il jeta un coup d'œil sur les champs, le bruissement des récoltes formant désormais un rythme régulier dans la brise du soir. C'était un chant de résilience, un rappel des batailles menées et remportées, et des victoires discrètes qui ne faisaient pas toujours la une des journaux, mais qui signifiaient
tout pour ceux qui les vivaient. Ézéchiel savait que le combat était loin d'être terminé. Il y aurait toujours ceux qui chercheraient à s'emparer de ce qui ne leur appartenait pas, qui ne reculeraient devant rien pour se remplir les poches avec les pertes des autres. Mais pour la première fois depuis des années, il sentit un espoir silencieux naître en lui. Cette terre, sa terre, lui avait été enlevée et presque détruite, mais elle était à nouveau un lieu de vie. C'était là que ses racines s'étaient ancrées, et c'est là que son avenir grandirait. Il ne se contenterait pas de la défendre, il la protégerait, la chérirait et l'honorerait comme ses ancêtres l'avaient fait. Jah,